Chapitre 11. Lorsque Lévin et Stepan Arkadievitch arrivèrent à l'isba du moujik, chez qui Lévin s'arrêtait toujours, Veslovski était déjà là. Assis au milieu de l'isba, il se tenait des deux mains à la banquette, tandis qu'un soldat, frère de l'hôtesse, lui tirait ses bottes couvertes de boue, et il riait de son rire communicatif. « Je viens d'arriver. Ils ont été charmants. Figurez-vous que ils m'ont donné à boire et à manger. Quel pain! C'est une merveille. Délicieux. Et la vodka, je n'en ai jamais bu de meilleure. Et ils n'ont rien voulu accepter. Ils me disaient tout le temps, faut pas être trop regardant. Mais pourquoi auraient-ils pris votre argent? Ils vous avaient invité, n'est-ce pas? Leur vodka n'était pas à vendre, dit le soldat, qui avait réussi enfin à lui retirer une de ses bottes imbibées d'eau en même temps qu'un bas noir de boue. Malgré la malpropreté de l'isba, salie par les bottes des chasseurs et les pattes humides des chiens, l'odeur de marée et de poudre dont elle s'était remplie, et l'absence de couteaux et de fourchettes, nos chasseurs burent force tasses de thé et soupèrent avec un appétit qu'on ne connaît qu'à la chasse. Lavés et propres, ils se rendirent dans une grange qu'on avait balayée à leur intention et où le cocher leur avait déjà préparé des lits dans le foin. Bien que l'obscurité tombât déjà, aucun des chasseurs n'avait envie de dormir. Après avoir hésité entre des souvenirs et des récits de chasse, la conversation tomba sur un sujet qui les intéressait tous. Comme Veslovski exprimait son enthousiasme à propos de tout, cette halte, l'odeur du foin, la télègue brisée, elle lui semblait brisée parce que l'on avait retiré l'avant-train, la gentillesse des moujiks qui l'avaient régalé de leur vodka, les chiens, couchés chacun au pied de son maître. Oblonsky raconta une chasse à laquelle il avait pris part l'année dernière chez un certain Malthus. Malthus était un nouveau riche bien connu qui avait fait fortune dans les chemins de fer. Stepan Arkadievitch décrivit les marécages qu'il avait fait acheter dans la province de Tver et qu'il faisait garder, les voitures et les dog-carts qui y avaient amené les chasseurs, et la tente dressée au bord du marais pour le déjeuner. « Je ne te comprends pas, » dit Lévin, en se soulevant sur sa couche de foin. « Comment ces gens-là ne te sont-ils pas odieux? Je comprends qu'un déjeuner au château Laffitte est fort agréable, mais ce luxe ne te rebute-t-il pas? Tous ces gens, comme nos anciens fermiers des eaux-de-vie, gagnent de l'argent de telle manière qu'ils méritent le mépris public et s'en moquent. Puis ils se rachètent avec leur argent malhonnêtement acquis. » « C'est tout à fait juste, » appuya Vassia Veslovski. « Tout à fait juste. Bien entendu, Oblonsky accepte cette invitation par bonhomie, mais après les autres disent, puisqu'Oblonsky y va. » Pas le moins du monde. Lévin sentit qu'Oblonsky souriait en disant cela. Je ne le crois absolument pas plus malhonnête que n'importe quel noble ou marchand fortuné. Les uns et les autres doivent leur situation à leur travail et à leur intelligence. Oui, mais quel travail? Est-ce travailler que de se faire donner une concession et de la revendre? Mais oui, en ce sens que si lui et des gens semblables à lui n'avaient pas été là, nous n'aurions pas de chemin de fer. Ce n'est pas le travail du moujik ni du savant. Admettons. Mais c'est un travail en ce sens que son activité aboutit à un résultat, les chemins de fer. Mais tu trouves que les chemins de fer sont inutiles? Non, c'est une autre question. Je suis prêt à reconnaître leur utilité. Mais toute acquisition qui n'est pas en rapport avec le travail fourni est malhonnête. Qui définira ce rapport? Je veux dire, tout gain acquis malhonnêtement par un stratagème, dit Lévin, sentant qu'il n'aurait pu tracer une limite précise entre ce qui était honnête et ce qui ne l'était pas. Les bénéfices des banques, par exemple, poursuivit-il. C'est cela le mal. L'acquisition d'énormes fortunes sans travail. C'est comme du temps des fermes,
Les apparences seulement ont changé. Le roi est mort. Vive le roi. On avait à peine aboli les fermes que les chemins de fer, les banques ont fait leur apparition. C'est aussi un gain sans travail. Oui, tout cela peut être exact et spirituel. Couchez, Krak, cria Stepan Arcadievitch à son chien qui se grattait et retournait tout le foin. Oblonsky était visiblement persuadé de la justesse de son point de vue, aussi parlait-il posément, sans se hâter. Mais tu n'as pas tracé de limite entre le travail honnête et le travail malhonnête. Quand je reçois des appointements plus élevés que mon chef de bureau, qui connaît mieux son travail que moi? C'est malhonnête? Je ne sais pas. Eh bien moi, je vais te le dire. Quand tu reçois, mettons, 5000 roubles, là où notre hôte, le moujik, quelque mal qu'il se donne, n'en reçoit pas plus de 50, c'est tout aussi malhonnête que lorsque je gagne plus que mon chef de bureau et lorsque Malthus gagne plus qu'un ouvrier du chemin de fer. Par contre, je vois de la part de la société une attitude hostile vis-à-vis de ces gens-là qui ne reposent sur rien. Il me semble que c'est de la jalousie. Non, c'est inexact, dit Veslowski. On ne peut les envier. Il y a quelque chose de malpropre dans ce genre d'affaires. Permets, reprit Lévin. Tu dis qu'il est injuste que je gagne 5000 roubles quand le moujik en gagne 50. C'est vrai. C'est injuste, je m'en rends bien compte. Mais c'est vrai. Pourquoi mangeons-nous, buvons-nous, restons-nous à ne rien faire, alors qu'il travaille sans relâche? Dit Vassia Veslowski avec un accent de sincérité d'autant plus grand que c'était manifestement la première fois de sa vie qu'il réfléchissait à ces questions. Oui, tu t'en rends compte, mais tu ne feras pas don de ta terre aux paysans, dit Stepan Arcadievitch, qui semblait avoir à cœur de taquiner Lévin. Ces derniers temps, une hostilité secrète s'était établie entre les deux beaux-frères. Depuis qu'ils étaient mariés aux deux sœurs, chacun semblait tenir à démontrer qu'il avait organisé sa vie mieux que l'autre. Et, en ce moment, cette animosité s'exprimait dans cet entretien qui commençait à prendre une tournure personnelle. Personne ne me le demande, et même si je le voulais, je ne pourrais pas donner ma terre, répondit Lévin. Je ne vois pas à qui. À ce moujik, il ne refuserait pas. Mais comment m'y prendrais-je? J'irai avec lui faire établir un contrat d'acquisition? Je ne sais pas. Mais si tu es convaincu de ne pas avoir le droit... Je ne suis nullement convaincu. Je sens, au contraire, que je n'ai pas le droit de donner mon bien, car j'ai des devoirs envers ma terre, envers ma famille. Pardon, si tu estimes que cette inégalité est injuste, pourquoi n'agis-tu pas en conséquence? C'est ce que je fais, mais négativement, en ce sens que je ne m'efforcerai pas de ne pas accroître la différence de situation qui existe entre les paysans et moi. Excuse-moi, mais c'est du paradoxe. Oui, c'est une explication sophistique, appuya Veslowski. Hé, Lot, dit-il au moujik qui entrait dans la grange en faisant grincer la porte. Tu ne dors pas encore? Diantre non. Je croyais que ces messieurs dormaient, puis je vous ai entendu causer. J'ai besoin d'un crampon. Il ne va pas me mordre, ajouta-t-il, en posant prudemment ses pieds nus l'un devant l'autre. Et où vas-tu dormir? Nous allons garder les chevaux au pâturage. Ah, quelle nuit, dit Veslowski, en regardant par l'encadrement de la porte dans la faible lumière du crépuscule un coin de l'isba et des charrettes dételées. Mais écoutez ces voix de femmes, c'est joli. Qui est-ce qui chante? Les filles d'à côté. Allons faire un tour là-bas. Jamais nous ne pourrons nous endormir. Venez, Oblonsky. Il faudrait à la fois pouvoir rester couché et y aller, répondit Oblonsky. On est si bien ici. Alors, j'irai seul, dit Veslowski, en se levant et en se chaussant à la hâte. Si c'est amusant, je vous appellerai. Vous m'avez régalé de gibier,
Je ne vous oublierai pas. » « C'est un gentil garçon, n'est-ce pas ?» dit Oblonsky, lorsque Veslowski fut parti et que le moujik eut renfermé la porte derrière lui. « Oui, » répondit Lévin, qui continuait à penser à leur entretien. Il avait l'impression d'avoir exprimé aussi clairement qu'il était en son pouvoir ses pensées et ses sentiments. Et cependant, ses deux compagnons, hommes intelligents et sincères, lui avaient dit d'une seule voix qu'il se nourrissait de sophismes. Cela le troublait. Et oui, mon ami, de deux choses l'une, ou bien l'on reconnaît que l'organisation actuelle de la société est juste, et alors on défend ses droits, ou bien l'on avoue que l'on jouit de privilèges injustes, et qu'on en profite avec plaisir. C'est ce que je fais. Non, si c'est injuste, tu ne pourrais jouir de ces biens avec plaisir. Moi, du moins, je ne le pourrais pas. J'ai avant tout besoin de sentir que je ne suis pas coupable. Au fait, si nous allions faire un tour, dit Stepan Arkadievitch, visiblement fatigué de la tension de son esprit. Nous ne dormons pas. Alors, allons-y. Lévin ne répondit pas. Il pensait à ce qu'il avait dit au cours de la conversation, qu'il n'agissait conformément à ses convictions que dans un sens négatif. Peut-on n'être juste que négativement ? Se demandait-il. Comme le foin a une odeur forte, dit Oblonsky en se soulevant. Je sens que je ne pourrai pas dormir. Vassia a l'air de s'amuser. Tu entends sa voix, ses éclats de rire. Allons-y. Moi, je reste, répondit Lévin. Également par principe, dit en souriant Stepan Arkadievitch qui cherchait sa casquette dans l'obscurité. Non. Mais qu'irais-je faire là-bas ? Sais-tu, tu te prépares des ennuis, dit Stepan Arkadievitch qui avait trouvé sa casquette et qui se leva. Pourquoi ? Je vois dans quelle posture tu te mets vis-à-vis de ta femme. Je vous ai entendu débattre une question de la plus haute importance, à savoir si tu t'absenterais ou non 2 jours pour aller à la chasse. Tout cela est charmant en tant qu'idylle, mais cela ne durera pas toute une vie. Un homme doit être indépendant. Il a ses intérêts d'homme. Un homme doit être viril, dit Oblonsky en ouvrant la porte. C'est-à-dire aller courtiser les filles de ferme ? Demanda Lévin. Pourquoi pas, si cela l'amuse. Ça ne tire pas à conséquence. Ma femme n'en sera pas plus malheureuse, et moi je me paierai du bon temps. L'essentiel, c'est de respecter le sanctuaire domestique. Qu'il ne se passe rien à la maison. Mais il ne faut pas se laisser lier les mains. Peut-être, dit sèchement Lévin, et il se retourna sur le côté. Demain, il faut se lever tôt. Je pars à l'aurore, et je ne réveillerai personne. Messieurs, venez vite, cria la voix de Veslowski qui y revenait. Charmante. C'est moi qui l'ai découverte. Charmante, une vraie Gretchen. Nous sommes déjà si bons amis. Vraiment, elle est délicieuse, reprit-il, d'un air approbateur, comme si cette charmante enfant avait été créée pour lui, et s'il se félicitait de celui qui lui avait préparé cette surprise. Lévin fit semblant de dormir, et Oblonsky, après avoir mis ses pantoufles et allumé un cigare, sortit de la grange. Bientôt, le son de leur voix s'éteignit. Lévin fut longtemps avant de pouvoir s'endormir. Il entendait ses chevaux mâcher leur foin, puis leur hôte partir avec son fils aîné pour le pâturage. Ensuite, il entendit le soldat s'installer pour la nuit dans un autre coin de la grange avec son neveu, le jeune fils du maître de maison. Il entendit l'enfant communiquer à son oncle l'impression que lui faisaient les chiens, qui lui semblaient des bêtes énormes et effrayantes. Puis, comme le petit demandait qui ces chiens allaient attraper, le soldat d'une voix rauque et ensommeillée lui expliqua que le lendemain, les chasseurs partiraient dans le marais,
et tirait des coups de fusil. Enfin, pour se débarrasser des questions de l'enfant, il lui dit « Dors, Vasca, dors, sinon, gare à toi. » Un instant après, il se mit à ronfler, et tout retomba dans le silence. On n'entendait plus que le hennissement des chevaux et les cris brefs des bécassines. Ne peut-on être juste que négativement, se répéta Lévin. Et après, ce n'est pas ma faute. Et il se mit à penser au lendemain. Demain, je partirai de bonne heure, et je prendrai sur moi de ne pas m'échauffer. Les bécassines abondent. Et il y a aussi des doubles. Quand je rentrerai, je trouverai un mot de Kitty. Stiva a peut-être raison. Je suis trop faible. Je me laisse dominer par elle. Mais que faire? Voilà encore un côté négatif. À travers son sommeil, il entendit les rires et les joyeux propos de Veslovski et de Stepan Arkadievitch. Il ouvrit les yeux un instant. La lune s'était levée et il restait debout à bavarder sur le pas de la porte, inondé par la lumière de la lune. Stepan Arkadievitch parlait de la fraîcheur d'une fille qu'il comparait à une noisette à peine retirée de son écale. Et Veslovski répétait en riant de son rire communicatif une phrase que lui avait sans doute dite un paysan. « Tu ferais mieux de voir à te procurer une fille à toi. » Lévin, à travers son sommeil, leur dit « Messieurs, demain, dès qu'il fera jour, » et il s'endormit. Chapitre 12. Réveillé par les premières lueurs de l'aube, Lévin essaya de réveiller ses compagnons. Vassia, couchée sur le ventre, une de ses jambes tendues dans son bas, dormait si profondément qu'il fut impossible d'obtenir de lui une réponse. Laska elle-même, qui dormait roulée en boule au bord du foin, se leva à contre-cœur et étira paresseusement l'une après l'autre ses pattes de derrière. Après s'être chaussé, Lévin prit son fusil, ouvrit avec précaution la porte grinçante de la grange et sortit. Les cochers étaient assoupis à côté des voitures. Les chevaux sommeillaient. Seul l'un d'eux mâchonnait son avoine et éparpillait dans l'auge. Il faisait encore gris dehors. « Pourquoi t'es-tu levé si tôt, mon cher ?» dit à Lévin aussi amicalement que si elle parlait à une vieille connaissance, la vieille hôtesse, qui était sortie de l'isba. « Je vais à la chasse, ma bonne. C'est par ici qu'on gagne le marais. » Tout droit par les arrières. Tu passes par notre enclos de battage, puis par les chenevrières. Il y a un sentier là. En posant avec précaution sur le sol ses pieds nus et hâlés, la vieille accompagna Lévin et lui ouvrit la barrière de l'enclos de battage. Tu prends droit par là et tu tombes sur le marais. C'est là que nos gars ont conduit les bêtes hier au soir. Laska courait joyeusement sur le sentier. Lévin la suivait d'un pas léger et rapide en scrutant le ciel à tout instant. Il désirait que le soleil ne se levât pas avant qu'il eût atteint le marais. Mais le soleil n'allait pas tarder à apparaître.
La lune, encore brillante lorsqu'il était sorti, prenait maintenant une teinte argentée. Il fallait chercher l'étoile du matin qu'un instant avant, on ne pouvait pas ne pas la voir. Des taches indistinctes dans les champs lointains prenaient des contours précis. C'étaient des meules de seigle. La rosée, encore invisible sans la lumière du soleil, mouillait les pieds et la blouse de Lévin, plus haut que la taille dans la chenevière, odorante, dont on avait déjà récolté les tiges mâles. Dans le silence limpide du matin, on percevait les bruits les plus légers. Une abeille passa à côté de l'oreille de Lévin dans un sifflement de balle. Il regarda plus attentivement et en aperçut une seconde, puis une troisième. Elle s'envolait par-dessus la clé du rucher et disparaissait en direction du marais, au-dessus de la chenevière. Le sentier conduisait droit au marais. On le devinait déjà aux vapeurs qui s'en élevaient, ici épaisses, là légères, et les touffes de roseaux et les bouquets de saules oscillaient dans cette brume comme de petites îles. À l'entrée du marais, sur le bord du sentier, des enfants et des moujiks qui avaient pris la garde de nuit dormaient, enveloppés dans leurs cafetans. Non loin d'eux, paissaient 3 chevaux entravés. L'un d'entre eux faisait tinter ses chaînes. Laska marchait à côté de son maître, regardant de tous côtés, impatiente de prendre le large. Lorsqu'il eut dépassé les moujiks endormis et sentit sous ses pieds le terrain s'amollir, Lévin vérifia ses pistons et lâcha sa chienne. En apercevant Laska, un des chevaux, un beau poulain brun de 3 ans, se mit à courir et renâcla en levant la queue. Les autres prirent peur aussi et sortirent du marais en barbotant dans l'eau et en retirant leurs sabots de la vase épaisse avec un bruit semblable à un claquement. Laska s'arrêta, lança un coup d'œil ironique aux chevaux et à son maître un regard interrogateur. Lévin la caressa et sifflota, ce qui était signe que l'on pouvait commencer. Laska s'élança d'un air à la fois joyeux et préoccupé sur le sol mouvant. Une fois entrée dans le marais, Laska avait immédiatement distingué entre toutes les senteurs familières, racines, herbes des marais, efflorescentes ferrugineuses et les senteurs étrangères comme le crottin de cheval, l'odeur de ruisseau, l'odeur de l'oiseau, parfum particulier qui la troublait plus que tous les autres. Ici et là, sur la mousse ou les bardanes, cette odeur était très puissante, mais on ne pouvait déceler de quel côté elle se renforçait ou s'affaiblissait. Pour trouver la direction, il fallait prendre le vent. Inconsciente du mouvement de ses pattes, Laska, d'un galop mesuré de façon à pouvoir s'arrêter après chaque saut si besoin, courait vers la droite, devançant la brise d'avant l'aube qui soufflait de l'Orient. Puis elle s'arrêta face au vent. Lorsqu'elle lui aspirait l'air de ses larges narines, elle sentit aussitôt que ce n'était pas seulement une piste qu'elle avait devant elle, mais le gibier lui-même, et en grande abondance. Elle ralentit sa course. Ils étaient là, mais où précisément, elle ne pouvait encore le déterminer. Pour trouver cet endroit, elle commençait déjà à tracer ses lacets quand soudain, la voix de son maître retentit et détourna son attention. « Laska, ici !» dit-il en lui indiquant une autre direction. Elle s'arrêta un instant, comme pour lui demander s'il ne valait pas au mieux continuer, mais il répéta son ordre d'une voix courroucée, en lui désignant un petit monticule où il ne pouvait rien avoir. Elle lui obéit, fit semblant de chercher pour lui faire plaisir, grimpa sur le monticule, puis revint au premier endroit. Aussitôt, elle flaira le gibier. Maintenant que son maître ne la gênait plus, elle savait ce qu'elle avait à faire, et, sans regarder sous ses pattes,
en butant avec dépit dans les hautes mottes de terre ou tombant dans l'eau, mais se redressant aussitôt sur ses pattes fortes et souples, elle commença un cercle qui devait tout lui expliquer. Leur odeur lui parvenait de plus en plus forte et de plus en plus distincte, et soudain, il lui parut évident que l'un d'entre eux se trouvait là, derrière ce monticule, à 5 pas devant elle. Elle se mit en arrêt et tout son corps s'immobilisa. Sur ses pattes basses, elle ne pouvait rien voir devant elle, mais à l'odeur, elle savait qu'il n'était pas à plus de 5 pas. Elle restait sans bouger, de plus en plus consciente de la présence de l'oiseau et se délectant de cette attente. Sa queue tendue ne tremblait que du bout. Sa gueule était entr'ouverte, ses oreilles à demi soulevées. Une de ses oreilles s'était retournée pendant sa course. Elle respirait lourdement, mais avec précaution, et regardait son maître derrière elle, sans presque bouger la tête. Il approchait, avec ce visage qu'elle connaissait bien, et ses yeux toujours terribles. En trébuchant sur le terrain accidenté, il sembla à Laska qu'il marchait exagérément lentement. En réalité, il courait. En voyant Laska se presser contre le sol, en labourant la terre de ses pattes de derrière, la gueule entr'ouverte, Levin comprit qu'elle avait éventé des doubles et avait pris sa course vers elle en priant Dieu de ne pas lui faire manquer son premier coup. Lorsqu'il fut auprès d'elle, il regarda devant lui du haut de sa taille et aperçut avec ses yeux ce qu'elle n'avait pu que flairer. Entre 2 mottes de terre, à une toise, on distinguait une double. Elle tourna la tête, aux aguets, puis elle ouvrit à peine ses ailes, les replia et, frétillant gauchement du croupion, disparut derrière une aspérité du sol. « Pille! Pille !» cria Levin en poussant sa chienne du pied. « Je ne peux pas bouger, » songeait Laska. « Où irai-je ? D'ici, je les sens, mais si j'avance, je ne saurai plus ni où ils sont, ni ce que c'est. » Mais voici que son maître lui donnait un coup de genou, en répétant à mi-voix tout ému. « Pille, ma petite Laska, pille !» Puisqu'il le désire, je vais le faire. Mais je ne réponds plus de moi, songeait-elle, et elle s'élança en avant. Elle ne sentait plus rien maintenant. Elle voyait et entendait, sans rien comprendre. À 10 pas de son ancienne place, un oiseau partit avec un coincement gras et ce bruit d'ailes sonore particulier au double. Aussitôt, après la détonation, il s'abattit, son ventre blanc le premier, sur la terre molle et humide. Le second ne se fit pas attendre. Il se leva derrière Levin sans l'aide de la chienne. Lorsque Levin se retourna, la bestiole était déjà loin. Mais son coup de feu l'atteignit. Après avoir parcouru une vingtaine de pas, la seconde double monta en chandelle et retomba lourdement en culbutant sur un endroit sec. Ça va être sérieux, cette fois-ci, songeait Levin, en enfouissant dans sa gibecière les oiseaux tièdes et dodus. Hein, Laska, ça va marcher. Quand Levin, après avoir rechargé son fusil, reprit sa marche, le soleil, quoiqu'encore caché derrière les nuées, avait déjà dépassé l'horizon. La lune, qui avait perdu tout éclat, n'était plus maintenant qu'un petit nuage blanc dans le ciel. On ne voyait plus une seule étoile. Les fondrières argentées, avant par la rosée, reflétaient maintenant des lueurs dorées. Les efflorescences ferrugineuses à la surface de l'eau étaient revêtues d'une couleur ambrée. Les tons bleus de l'herbe avaient passé au vert jaunâtre. Les petits oiseaux des marais s'agitaient autour des buissons étincelants de rosée qui projetaient leur ombre allongée au bord d'un ruisseau. Un épervier, réveillé, s'était perché en haut d'une meule et tournait sa tête de côté, et d'autres en contemplant le marais d'un air mécontent.
Des corneilles volaient dans les champs, et un gamin aux pieds nus ramenait déjà les chevaux vers un vieux qui avait rejeté son cafetan et se grattait. La fumée des coups de fusil dessinait des traînées laiteuses sur le fond vert des herbes. Un des gamins accourut près de Lévin. « Il y avait des canards ici hier, petit-oncle, » lui criait-il, et il le suivit à une bonne distance. Et il fut particulièrement agréable à Lévin de tuer, coup sur coup, 3 bécassines devant cet enfant qui manifestait son contentement. Chapitre 13. La tradition qui affirme que si l'on réussit son premier coup la chasse est fructueuse, se trouve à confirmer. Harassé, affamé, heureux, Lévin rentra à la halte vers 10 heures, après avoir couvert une trentaine de verstes, avec 19 pièces de choix et un canard qu'il avait attaché à sa ceinture, car il n'entrait plus dans sa gibecière. Ses compagnons, réveillés depuis longtemps, avaient fini par déjeuner sans lui, car il mourait de faim. « Attendez, attendez, je sais qu'il en a 19, disait Lévin, en comptant pour la seconde fois les doubles et les bécassines qui, recroquevillées, couvertes de sang coagulé, leurs petites têtes tombant de côté, avaient perdu l'air majestueux qu'elles avaient lorsqu'elles s'envolaient. Le compte était exact, et l'envie que les savoir Stepan Arcadievitch fut agréable à Lévin. D'autre part, il eut la joie de trouver à Lisba le messager que Kitty lui avait envoyé avec un billet. « Je vais fort bien, et suis de très bonne humeur. Si tu éprouvais des inquiétudes à mon sujet, tu peux être encore plus tranquille qu'avant. J'ai un nouveau garde du corps, Maria Vlasievna. » C'était la sage-femme de Lévin. C'était la sage-femme nouveau et important personnage dans la vie conjugale de Lévin. Elle est venue m'examiner. Elle m'a trouvé en parfaite santé et nous la gardons jusqu'à ton retour. Tout le monde est frais et dispo. Aussi, ne te presse pas, je t'en prie. Si la chasse est bonne, il me reste un jour de plus. Ces 2 joies, une chasse heureuse et le billet étaient si grandes que Lévin n'attacha pas d'importance à 2 petites contrariétés survenues après la chasse. Premièrement, le bey de volée, qu'on avait visiblement mené trop grand train la veille, refusait de manger et semblait abattu. Le cocher disait qu'il était fourbu. « Vous l'avez forcé hier, Constantin Dmitritch, » disait-il. « Ce n'est pas étonnant. 10 verstes à une allure pareille. » La seconde contrariété, qui au début porta atteinte à sa belle humeur, mais dont il rit beaucoup après, fut de ne plus rien trouver de toutes les provisions octroyées par Kitty en telle abondance qu'il semblait qu'il y en eût assez pour 8 jours. En revenant de la chasse fatigué et affamé, Lévin avait tout particulièrement rêvé au petit pâté. En approchant du gîte, il en sentait le goût et l'odeur dans sa bouche, comme Laska sentait le gibier, et il avait aussitôt ordonné à Philippe de les lui servir. Or, il n'y avait plus trace non seulement de petit pâté, mais de poulet. « Il a un de ses appétits, » dit Stepan Arcadievitch en désignant Vassia Veslovski et en riant. « Je ne souffre pas du manque d'appétit,
Mais le sien est phénoménal. Tant pis, dit Lévin, en regardant Veslovski d'un air sombre. Philippe, serre-moi le bœuf, alors. Il n'en reste plus. Et on a jeté les os aux chiens, répondit Philippe. Lévin fut tellement vexé qu'il dit d'un ton de chagrin: Vous auriez pu me laisser quelque chose. Il avait envie de pleurer. Vide les oiseaux, dit-il d'une voix tremblante, en s'efforçant de ne pas regarder Vassia. Et bourrelé d'ortie. Et tâche de me trouver au moins du lait. Dès qu'il eut bu du lait à satiété, il éprouva des regrets d'avoir laissé voir son désappointement devant un étranger, et se mit à rire de la colère que lui avait inspirée sa fringale. Le soir, ils chassèrent encore. Veslovski tua quelques oiseaux, et ils rentrèrent à la nuit. Le retour fut aussi gai que l'aller. Veslovski tantôt chantait, tantôt racontait avec délectation sa hâte auprès des paysans qui lui avaient offert de la vodka et qui lui avaient dit « Faut pas être trop regardant », ou ses aventures nocturnes où intervenaient des noisettes, une fille de ferme et un moujik qui, après lui avoir demandé s'il était marié, lui avait dit « Au lieu de venir lorgner les femmes des autres, tu ferais mieux d'essayer de t'en procurer une ». Ces paroles avaient tout particulièrement diverti Veslovski. En somme, je suis ravi de cette expédition. Et vous, Lévin ? Moi aussi, dit sincèrement Lévin, qui fut tout heureux non seulement de ne plus éprouver ce sentiment d'hostilité qu'il avait ressenti à la maison contre Veslovski, mais de se sentir au contraire dans les dispositions les plus amicales à son endroit. Chapitre 14. Le lendemain, à 10 heures, Lévin, qui avait déjà fait l'inspection de son domaine, frappa à la porte de chambre où Vassia avait passé la nuit. « Entrez !» lui cria Veslovski. « Vous m'excuserez, je termine mes ablutions, » dit-il en souriant. Il se tenait devant lui, vêtu d'une simple chemise. « Ne vous gênez pas, je vous en prie. » Lévin s'assit près de la fenêtre. « Avez-vous bien dormi ? » Comme un mort. Le temps est-il favorable à la chasse aujourd'hui ? Reprenez-vous du thé ou du café ? Ni l'un ni l'autre. Je fais un déjeuner complet. J'en ai honte. Ces dames sont déjà levées, je pense. Comme ce serait agréable de faire un tour. Vous me montrerez vos chevaux. Après une promenade dans le jardin, une visite à l'écurie et quelques exercices au bar parallèle, Lévin rentra à la maison et se rendit dans le salon en compagnie de son hôte. Nous avons eu une chasse magnifique. J'en rapporte une quantité d'impressions, dit Veslovski en s'approchant de Kitty qui était assise à côté du samovar. Comme c'est dommage que les dames soient privées de ces plaisirs. Il faut bien qu'ils disent quelques mots à la maîtresse de maison, se dit Lévin. Il voyait déjà une nuance particulière dans le sourire, l'air conquérant avec lesquels son hôte s'adressait à Kitty. La princesse, assise de l'autre côté de la table avec Marie Vlassievna et Stepan Arkadievitch, appela Lévin auprès d'elle
et engagea une conversation avec lui au sujet de leurs installations à Moscou pour les couches de Kitty et de l'aménagement de leur demeure. À l'époque de son mariage, tous ces préparatifs paraissaient déplaisants à Lévin. Il offensait par leur insignifiance la grandeur de ce qui était en train de s'accomplir. Ces préparatifs, en vue des futures couches, dont on calculait la date sur les doigts, lui parurent encore plus blessants. Il s'efforçait de ne pas entendre ces conversations sur la meilleure façon d'émailloter un nourrisson, de ne pas voir ces mystérieuses bandes tricotées qui n'en finissaient plus, ces triangles de toile auxquels Dolly attachait une si grande importance, etc. La naissance d'un fils, il était persuadé que ce serait un fils, qu'on lui avait promise mais à laquelle il ne pouvait encore croire tellement cela lui semblait extraordinaire, lui paraissait d'un côté un bonheur si immense et par conséquent impossible, et de l'autre un événement si mystérieux que cette connaissance imaginaire de ce qui allait arriver et ses préparatifs qui semblaient se rapporter à un événement ordinaire lui paraissaient humiliants et révoltants. Mais la princesse ne comprenait pas son état d'esprit et attribuait sa répugnance à se préoccuper et à s'entretenir de ces sujets à de la légèreté et de l'indifférence. Aussi, ne le laissait-elle point en repos. Elle avait chargé Stepan Arcadievitch de leur chercher un appartement, et maintenant, elle avait fait signe à Lévin de venir auprès d'elle. « Je ne sais rien, princesse. Faites comme vous voudrez, » lui disait-il. « Il faut fixer la date de votre départ. Vraiment, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que des millions d'enfants naissent hors de Moscou et sans docteur. Pourquoi donc ? S'il en est ainsi, ce sera comme Kitty voudra. Il ne faut pas en parler à Kitty. Tu veux donc que je lui fasse peur ? N'oublie pas que le printemps dernier, Nathalie Golitsyn est morte faute d'un bon accoucheur. Je ferai comme vous l'ordonnerez, dit-il d'un air lugubre. La princesse commença à lui parler, mais il ne l'écoutait pas. Quoique cette conversation l'eût abattu, ce n'était pas cela qui l'avait rendu triste, mais ce qu'il voyait auprès du samovar. Non, c'est intolérable, songeait-il, en jetant de temps à autre un regard sur Vassia, penchée au-dessus de Kitty et lui parlant avec son beau sourire, puis sur sa femme, rougissante et émue. Il y avait quelque chose d'indécent dans la pose de Vassia, dans son regard, dans son sourire. Lévin trouvait même inconvenant la pose et le regard de Kitty. De nouveau, la lumière s'assombrit devant ses yeux. Comme hier, sans la moindre transition, il se sentit soudain précipité du sommet du bonheur, de la sérénité, de la dignité, dans un abîme de désespoir, de méchanceté et d'humiliation. Le monde entier lui parut insupportable. « Faites comme vous voulez, princesse, » dit-il en regardant toujours ailleurs. « Toute médaille a son revers, » lui dit d'un ton badin Stepan Arcadievitch, en faisant allusion non seulement aux propos de la princesse, mais à la cause du trouble de Lévin, qu'il avait deviné. « Comme tu descends tard aujourd'hui, Dolly ?» Tous se levèrent pour saluer Daria Alexandrovna. Vassia se leva juste un instant et, avec cette absence de courtoisie propre aux jeunes gens d'aujourd'hui, fit un salut imperceptible et reprit en riant la conversation entamée. Matcha ne m'a pas laissé un moment de répit. Elle a mal dormi et elle devient terriblement capricieuse, dit Dolly. La conversation engagée entre Vassia et Kitty tournait autour du même sujet que l'avant-veille. Ils parlaient d'Anna et se demandaient si l'on pouvait placer l'amour au-dessus des conventions sociales. Cet entretien déplaisait à Kitty et la troublait et par son objet lui-même et par le ton que Veslowski avait adopté,
et surtout parce qu'elle savait d'avance l'effet que cela produirait sur son mari. Mais elle était trop simple et trop innocente pour savoir interrompre cette conversation et même pour dissimuler le plaisir superficiel que lui causaient les marques d'attention de ce jeune homme. Elle voulait mettre fin à ses propos, mais elle ne savait comment s'y prendre. Elle savait que tout ce qu'elle ferait serait interprété par son mari dans le mauvais sens. Et, de fait, lorsqu'elle demanda à Dolly ce qu'avait Matcha, et que Vassia se mit à regarder Dolly avec indifférence, attendant que cet entretien ennuyeux pour lui prît fin, cette question parut à Levin dépourvue de naturel et révoltante d'hypocrisie. « Est-ce que nous irons chercher des champignons aujourd'hui » demanda Dolly. « Oh oui, j'irai avec vous, » dit Kitty, et elle rougit. Elle voulait demander par politesse à Vassia s'il viendrait, mais elle n'osa pas. « Où vas-tu, Kostia » dit-elle avec un air coupable à son mari, lorsque celui-ci passa devant elle d'un pas décidé. Sa mine confuse confirma tous les doutes de Levin. « Un mécanicien est arrivé pendant mon absence. Je ne l'ai pas encore vu, » lui répondit-il sans la regarder. Il descendit, mais il n'avait pas eu le temps de sortir de son cabinet qu'il entendit les pas familiers de sa femme, qui descendait avec une imprudente vivacité. « Que veux-tu » lui dit-il sèchement. « Nous sommes occupés. »« Excusez-moi, » dit-elle en se retournant vers le mécanicien allemand. « J'ai quelques mots à dire à mon mari. » L'Allemand voulut se retirer, mais Levin lui dit « Ne vous dérangez pas. »« Mon train est à 3 heures, je crois, » demanda l'homme. « Je ne voudrais pas le manquer. » Levin ne lui répondit pas et sortit avec sa femme. « Eh bien, qu'avez-vous à me dire » lui dit-il en français. Il ne la regardait pas en face et ne voulait pas voir que, dans sa position, elle tremblait de tous ses membres. Elle avait un air abattu et pitoyable. Je voulais te dire qu'on ne peut vivre ainsi. C'est une torture, fit-elle. Il y a des gens à l'office. Ne faites pas de scène, répliqua-t-il d'un ton courroucé. Alors, viens ici. Il se tenait dans l'antichambre. Kitty voulut passer dans la pièce voisine, mais l'Anglaise y donnait une leçon à Tania. Allons dans le jardin. Dans le jardin, ils se heurtèrent à un moujik qui ratissait les allées. Et, sans penser que cet homme voyait leurs visages bouleversés, et qu'ils avaient l'air de gens fuyant devant un malheur, ils marchaient droit devant eux, d'un pas rapide, sentant qu'il leur fallait dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur, se détromper mutuellement, rester seuls quelques minutes et se délivrer ainsi de leurs tourments. On ne peut vivre ainsi, c'est une torture. Je souffre, tu souffres, et pourquoi ? Dit-elle, lorsqu'ils eurent enfin atteint un banc isolé au coin de l'allée de tilleuls. Dis-moi seulement ceci. Il y avait bien dans ces manières quelque chose d'inconvenant, d'odieux, d'humiliant, dit-il, en se plaçant de nouveau devant elle dans la même pose que l'autre jour, les poings serrés contre sa poitrine. Oui, répondit-elle d'une voix tremblante. Voyons, Kostia, tu sais bien que je ne suis pas coupable. J'aurais voulu tout de suite prendre le ton qu'il fallait, mais ces gens-là, pourquoi est-il venu ? Nous étions si heureux, dit-elle, suffoquant au milieu des sanglots qui secouaient son corps alourdi. Le jardinier les vit avec étonnement repasser devant lui avec des visages paisibles et rayonnants. Pourtant, personne ne les avait poursuivis. Ils n'avaient pas besoin de s'enfuir, et ils n'avaient rien pu découvrir de particulièrement heureux sur ce banc. Chapitre 15.
Après avoir reconduit sa femme en haut, Lévin se rendit dans l'appartement de Dolly. Daria Alexandrovna, de son côté, était ce jour-là très agitée. Elle allait et venait dans la pièce et parlait avec colère à une de ses petites filles qui pleurait, debout dans un coin. Tu resteras au coin toute la journée. Tu dîneras seul, tu ne verras pas une de tes poupées, et je ne te ferai pas de robe neuve, disait-elle, ne sachant plus quel châtiment inventer. Ah, c'est une vilaine petite fille, dit-elle, en se tournant vers Lévin. D'où lui viennent donc ces mauvais instincts? Allons, qu'a-t-elle fait? Dit Lévin, d'un ton assez indifférent. Il voulait demander un conseil à sa belle-sœur et déplorait de tomber si mal à propos. Elle est allée avec Gritcha cueillir des framboises, et là-bas, je ne peux même pas dire ce qu'elle a fait. Comme je regrette Miss Elliot. Celle-ci ne fait attention à rien. C'est une machine. Figurez-vous que la petite, et Daria Alexandrovna, raconta les méfaits de Matcha. Cela ne prouve rien. Ce ne sont nullement de mauvais instincts, c'est simplement de la gaminerie, dit Lévin pour la calmer. Et toi? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Pourquoi es-tu venu? Demanda Dolly. Que se passe-t-il là-bas? Au ton dont était posée cette question, Lévin sentit qu'il lui serait facile de dire ce qu'il avait l'intention de dire. Je n'étais pas là-bas. J'étais seul dans le jardin avec Kitty. C'est la seconde fois que nous nous disputions depuis que Stiva est arrivé. Dolly le regarda de ses yeux intelligents et compréhensifs. Dis-moi, la main sur le cœur, n'y avait-il pas, non dans Kitty, mais dans ce monsieur, un ton qui peut paraître pénible, et non seulement pénible, mais intolérable, offensant pour un mari? Comment te dire? Veux-tu bien rester dans le coin? Cria-t-elle à Matcha qui, voyant un sourire presque imperceptible sur le visage de sa mère, faisait un mouvement pour se retourner. Dans le monde, on dirait qu'il se conduit comme se conduisent tous les jeunes gens. Il fait la cour à une jeune et jolie femme. Et un mari, homme du monde, ne peut qu'en être flatté. Oui, oui, dit Lévin d'un air sombre. Mais tu as remarqué? Non seulement moi, mais Stiva. Après le thé, il m'a dit « Je crois que Veslovski fait un petit brin de cour à Kitty. » C'est parfait. Me voilà tranquille. Je vais le chasser, dit Lévin. Qu'est-ce qui te prend? Es-tu fou? S'écria Dolly avec effroi. Voyons, Kostia. Reprends ton bon sens, ajouta-t-elle en riant. C'est bon. Tu peux aller retrouver Fanny, dit-elle à Matcha. Si tu veux, j'en parlerai à Stiva. Il l'emmènera. On peut lui dire que tu attends des invités. En somme, il ne convient guère au genre de la maison. Non, non, je veux m'en charger moi-même. Mais tu ne te disputeras pas avec lui. Nullement. Cela m'amusera beaucoup, dit Lévin, les yeux brillants. Allons, pardonne-lui, Dolly. Elle ne recommencera plus, dit-il, en lui montrant la petite criminelle qui n'était pas allée rejoindre Fanny et qui restait plantée en face de sa mère, d'un air hésitant, en lui jetant des regards en dessous et en attendant qu'elle posât les yeux sur elle. Sa mère lui jeta un coup d'œil. La petite fille éclata en sanglots et, se cachant le visage dans les jupes de sa mère et Dolly, lui posa sur la tête sa main fine et amaigrie. Qu'y a-t-il de commun entre ce garçon et nous? Songea Lévin, et il partit à la recherche de Veslovski. En traversant l'antichambre, il ordonna d'atteler la calèche pour se rendre à la gare. Un ressort s'est cassé hier, répondit le domestique. Alors, le tarantas, mais vivement. Où est l'invité? Dans sa chambre. Lorsque Lévin entra, Vassia venait de déballer ses affaires, de mettre en ordre ses nouvelles romances
et il essayait des guêtres pour monter à cheval. Le visage de Lévin avait-il une expression particulière, ou Vassia comprit-il que ce petit brin de cour n'était n'était pas à sa place dans cette famille? Toujours est-il qu'il se sentit confus, autant que peut l'être un homme du monde, lors de l'apparition de son hôte. Vous montez à cheval en guêtre? Oui, c'est beaucoup plus propre, dit Vassia, en posant sa grosse jambe sur une chaise et en achevant de boutonner ses guêtres avec un bon sourire. C'était sans doute un brave garçon, et Lévin éprouva à la fois de la pitié et du remords lorsqu'il vit de la timidité dans le regard de Vassia. Sur la table se trouvait une baguette qu'il avait cassée le matin à la gymnastique, et en essayant de remonter les barres parallèles gonflées par l'humidité. Lévin prit ce fragment de bâton et se mit à en briser le bout fendu, ne sachant comment aborder son sujet. Je voulais... Il se tut, mais se rappelant soudain Kitty et tout ce qui était arrivé, il le regarda résolument dans les yeux et acheva. J'ai fait atteler les chevaux à votre intention. Comment? Fit Vassia avec étonnement. Pour aller où? Pour vous conduire à la gare, dit Lévin d'un air sinistre, en effilochant l'extrémité de sa baguette. Vous partez? Il est arrivé quelque chose? Il est arrivé que j'attends des invités, dit Lévin, en achevant de réduire en miettes, dans ses doigts vigoureux, le morceau de bois éclaté. D'ailleurs, je n'attends pas d'invités et il n'est rien arrivé, mais je vous prie de vous en aller. Expliquez comme vous voudrez mon impolitesse. Vassia se redressa. C'est vous que je prie de m'expliquer, dit-il avec dignité. Il avait enfin compris. Je ne puis, reprit Lévin d'une voix sourde, en espaçant ses syllabes et en s'efforçant de cacher le tremblement de ses pommettes. Vous feriez mieux de ne pas me poser de questions. Et comme l'extrémité éclatée de la baguette était tout effilochée, Lévin s'attaqua au gros bout, cassa le bâton en deux et rattrapa avec soin le morceau qui tombait. Ses mains crispées, ses muscles qu'il avait tâtés le matin même à la gymnastique, ses yeux brillants, cette voix étouffée et ses pommettes tremblantes convainquirent sans doute Vassia mieux que des paroles. Il s'inclina en haussant les épaules avec un sourire méprisant. Pourrais-je voir Oblonsky? Ce haussement d'épaules et ce sourire n'irritèrent point Lévin. Il ne lui reste rien d'autre à faire, songea-t-il. Je vais vous l'envoyer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette stupidité? Dit Stepan Arcadievitch lorsqu'il rejoignit Lévin au jardin après que son ami lui eut annoncé qu'on le mettait à la porte. Mais c'est ridicule. Quelle mouche te pique? Mais c'est du dernier ridicule. Alors parce qu'un jeune homme... Mais l'endroit piqué par la mouche était apparemment encore sensible, car Lévin pâlit lorsque Stepan Arcadievitch voulut se lancer dans des explications et se hâta de l'interrompre. Je t'en prie, ne me donne pas d'explications. Je ne puis faire autrement. J'en suis navré pour toi et pour lui, mais je pense qu'il s'en consolera aisément, et sa présence nous est pénible, à ma femme et à moi. Mais c'est une offense, et puis c'est ridicule. Pour moi aussi, c'est offensant. Je ne l'ai pas mérité, et il n'y a pas de raison que je souffre. Ah, je n'attendais pas cela de toi. On peut être jaloux, mais à ce point, c'est du dernier ridicule. Lévin se détourna rapidement et s'enfonça dans l'allée où il continua à marcher de long en large. Il entendit bientôt le grincement du tarantas et vit à travers les arbres Vassia, assis sur une couche de foin. Par malheur, il n'y avait pas de siège dans le tarantas. Passé dans l'allée, coiffé de son béret écossais et tressautant à chaque chaos. Qu'y a-t-il encore? Songea Lévin.
tandis qu'un domestique qui était sorti en courant arrêtait le tarantas. C'était le mécanicien que Lévin avait complètement oublié. Cet homme dit quelque chose à Veslowski avec ses forces courbettes, puis il grimpa dans le tarantas et ils s'éloignèrent ensemble. Stepan Arcadievitch et la princesse furent outrés de la conduite de Lévin. Lui-même se sentait non seulement ridicule au plus haut point, mais coupable, et dans une position déshonorante. Mais en songeant à ce que sa femme, en songeant à ce que sa femme et lui avaient souffert, il se demanda comment il se serait conduit une autre fois, et se répondit qu'il eût agi exactement de même. Malgré tous ces événements, vers la fin du jour, tous, à l'exclusion de la princesse qui ne pardonnait pas à Lévin, étaient gais et animés, tels des enfants après une punition ou des grandes personnes après une pénible réception officielle. Le soir, lorsque la princesse fut retirée, on parla du bannissement de Veslowski comme d'un événement lointain, et Dolly, qui tenait de son père le don de l'humour, fit se pâmer de rire Varenka quand elle lui raconta pour la 3e et 4e fois, toujours avec de nouvelles variantes, qu'elle se préparait à arborer des nœuds de ruban neufs en l'honneur de leur hôte, et était déjà entrée dans le salon lorsque soudain elle avait entendu le grincement de la carriole. Et qui s'y trouvait? Vassia lui-même, avec son bonnet écossais, ses romances et ses guêtres, assis sur un tas de foin. Tu aurais pu au moins lui faire atteler la calèche, mais non. Puis j'entends « Arrêtez !» Je pense qu'on l'a pris en pitié. Je regarde, on installe un gros Allemand à côté de lui et on les emmène. J'avais mis mes rubans en pure perte.